bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Bienvenue pour cette séance où nous allons parler du dollar et du système monétaire international. Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen et également rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle L'économie politique, que je présenterai tout de suite puisque nous avons récemment publié un dossier sur autour de la même question dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'avenir du dollar dans le système monétaire international. Et donc j'ai le plaisir de retrouver parmi nos trois intervenants, nous avons deux auteurs. Et le troisième intervenant va sans doute contribuer un jour à la revue également, j'espère. Et donc, on m'a demandé du coup de modérer cette discussion, ce que je ferai avec plaisir. Nous avons 1h30 pour tout. Nos trois intervenants ont préparé des belles présentations que j'espère vont respecter les temps impartis, parce que dans l'esprit des GECO, c'est un festival des idées où l'échange avec la salle est très important. Donc nous tenons absolument à garder une partie de notre temps pour l'échange avec vous. Et comme vous savez sans doute, si vous avez déjà participé, vous pouvez poser des questions. Je suis outillé ici pour pouvoir voir vos questions en temps réel et je vais essayer de les intégrer aussitôt que possible dans notre échange, sachant que notre échange va se diviser donc en deux temps. Il y aura des présentations de chacun. Et ensuite, peut-être un petit échange entre vous trois, mais dans mon animation, je vais vous demander de poser des questions en ligne. Si quelqu'un veut lever la main et poser la question comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas demandé aux organisateurs si c'est autorisé, mais donc peut-être vu que la séance est enregistrée et diffusée en direct, c'est peut-être mieux que vous passiez par l'outil informatique. Voilà pour les questions pratiques. Pour les questions de fond, je les laisse finalement en nos intervenants. Je dirais tout simplement que c'est un sujet d'actualité parce que c'est un sujet à la fois très classique mais aussi d'actualité puisque qui dit dollar dit États-Unis. Et donc j'espère aussi qu'on pourra, à la fin de nos échanges, évoquer aussi les implications éventuelles, potentielles des élections américaines sur la question qui nous concerne aujourd'hui. Mais cette question, je disais, elle est très très ancienne parce qu'on évoquait déjà les défis du dollar il y a 25 ans quand on a lancé l'euro. Donc je laisse aux intervenants de développer l'état des lieux où nous en sommes aujourd'hui. Mais sachez que c'est un débat très classique qui vit en permanence puisqu'il se nourrit de l'actualité. Et là, l'actualité ces dernières années, c'est évidemment, ça ne vous a pas échappé, c'est la géopolitique, notamment, ce sont des différentes crises et dont nous allons parler aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment le moment propice pour vraiment lier la discussion géopolitique et la discussion monétaire. Plus que jamais, on en a besoin. Voilà, alors pour nos interventions, je vais juste présenter nos trois intervenants dans l'ordre de prise des paroles. Donc nous commençons par vous, Marc-Olivier Strauss-Kahn. Et vous êtes économiste et habitué des GECO, parce que j'ai vu que vous avez une longue liste d'interventions dans les années précédentes. Et bon, ça serait un peu long d'écrire exactement toutes les postes que vous avez occupés, mais en tout cas, vous avez beaucoup travaillé dans les banques centrales, dans les organisations internationales, et vous êtes un grand spécialiste des questions monétaires. Donc c'est Marc-Olivier qui va commencer et ensuite je vais donner la parole à Daniela Prates, qui est justement une des auteurs de notre dossier, qui est senior officer des affaires économiques à la CNUSED. Et donc la CNUSED, comme vous savez, c'est la conférence des Nations Unies sur le développement... Le commerce et le développement, pardon, voilà. Et enfin, Jean-François Ponceau, qui est professeur des universités en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes, coordinateur de notre dossier dans l'économie politique, et un grand spécialiste des questions dont nous en parlons aujourd'hui, mais avec une spécialisation, puisqu'il travaille beaucoup sur les pays en développement, le Sud,
Et il mène ses recherches sur les questions de dollarisation et de dédollarisation dans ces pays-là. Je pense que tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais alors, pour dresser le décor et présenter un peu notre sujet, je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes, au grand max. On aura le temps de revenir à certains points, si vous le souhaitez, dans un deuxième temps. Bonjour, c'est un plaisir que d'être ici. Alors je vais faire d'abord quelques rappels, que je vais redire un petit peu des bases, et puis illustrer un petit peu la question. Alors d'abord, illustration, ce sont ces deux dessins, le roi dollar d'un côté, et puis le risque, un des risques qui le menace avec le lancer de cette brique, qui n'est autre que la représentation de l'acronyme du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud en anglais, South Africa. Alors, je vais avoir une première partie qui va rappeler qu'est-ce que c'est les conditions pour être une devise internationale et même une devise de réserve, ce qu'est le dollar, puis brièvement rappeler les facteurs de domination et les avantages et inconvénients d'être une devise de réserve, ce qu'est le dollar. Je vais évoquer ensuite l'érosion qui concerne depuis la fin du phénomène de globalisation d'il y a quelques années pour le dollar et la montée des BRICS, plus parce qu'ils ont été rejoints par 7 autres pays l'année dernière. Et je vous donne tout de suite le bilan, il n'y aura pas de suspense. Pour moi, le roi dollar n'est pas de mort, mais trop d'hégémonie tue l'hégémonie. Et puis si j'ai le temps, j'évoquerai la traduction du mot weaponization en anglais, c'est-à-dire l'armement, la militarisation du dollar, parce qu'il est utilisé comme une arme financière dans les sanctions et les systèmes de paiement. Et je garderai, s'il y a des questions, la question des cryptoactifs et du potentiel des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, pour les questions-réponses. Alors d'abord, un rappel, les fonctions de la monnaie, il y en a 3. Et il faut qu'une monnaie, par définition, pour être internationale et de réserve, ait ses fonctions. Et je vais donner des exemples pour le dollar au niveau international. Une monnaie, ça doit être une unité de compte, un moyen de paiement et une réserve de valeur. Si on n'a pas ces 3 fonctions, on ne peut pas être une monnaie. L'unité de compte, ça va être la cotation des prix. Et dans le cas du dollar, c'est ce qui se passe pour le pétrole. Moyen de paiement, il va y avoir des facturations, il va y avoir des transactions, des règlements qui vont être faits en dollars. Et c'est à peu près un peu plus que la moitié du commerce mondial. Enfin, une réserve de valeur, c'est-à-dire que sa valeur peut un peu varier, mais ne va pas faire le yo-yo d'une année sur l'autre. C'est le cas du dollar, qui représente à peu près 60% des réserves que les banques centrales détiennent sur d'autres pays, parce qu'elles placent leur argent. Et c'est un critère très important. Alors maintenant, quelles sont les conditions pour passer d'une devise internationale et être une devise de réserve? Et plus on remplit ces conditions et plus on peut être une devise de réserve, il en faut 3, il y en a plus en réalité, mais je les résume. Un poids économique important du pays qui l'émet et la solidité de ses fondamentaux. La convertibilité, c'est-à-dire qu'il y a la libre circulation des capitaux et la fiabilité des marchés financiers. Et enfin, la confiance dans cette monnaie. Et c'est résumé par 3 mots, stabilité, liquidité, sécurité. Et dans le cas des États-Unis, eh bien, elle est la première économie avancée. Elle a un pool, alors j'ai pris volontairement le mot anglais de pool pour une piscine, parce qu'à la fois, elle a un marché très large et très profond. Et ça représente au niveau international à peu près 60% des dettes et des crédits internationaux. Et à peu près, ça tombe bien, 60% de la capitalisation boursière. Enfin, pour la sécurité, c'est un refuge. C'est considéré souvent, lorsqu'il y a des risques, des problèmes, des guerres, de l'incertitude, comme un refuge géopolitique, un mot qu'on va souvent citer. Alors, les statistiques que j'ai citées, c'est le caveat en bas, est un peu par prudence, parce que les statistiques ne sont pas données toutes les années, elles sont parfois partielles, il y a de la confidentialité, etc. Maintenant, les facteurs de domination. Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie va devenir monnaie de réserve, et surtout la première? Ça prend beaucoup de temps. Ici, vous avez un graphique sur le côté gauche
qui vous montre au début en rouge, et vous voyez c'est une pente descendante, le point en production intérieure brute, le PIB, c'est-à-dire le flux de richesses créées chaque année de l'Empire britannique, qui au début inclut l'Inde, etc. Et vous voyez en bleu, qui monte progressivement et pointillé, la situation des États-Unis. C'est dès 1870 que le PIB, la production créée par les États-Unis, dépasse celle du Royaume-Uni. Ça n'est qu'en 1910 qu'elle dépasse celle de l'Empire britannique. Et il faudra ensuite encore 2 guerres mondiales pour que le dollar devienne la référence dans ce qu'on a appelé le Gold Exchange Standard, c'est-à-dire que le dollar pouvait être échangé en or. Il était as good as gold, aussi bon que de l'or. Et ça a mis tout ce temps-là parce qu'il y a des effets de réseau. Ça prend une inertie pour changer les habitudes de paiement. Même l'échange flottant, en 1973, et même la création de l'euro, que j'ai mis par son sigle, en 1999, n'a pas contribué à détrôner le dollar. Ça a juste fait une érosion. Maintenant, brièvement toujours, les avantages d'être une monnaie de réserve, qui a été appelée le privilège exorbitant. En fait, on l'attribue à De Gaulle, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a dit ça dans les années 60. Et là aussi, je vais résumer, parce qu'on pourra en dire beaucoup plus, et ça sera peut-être l'objet de la discussion. Ça permet de financer à la fois un déficit budgétaire des États-Unis, qui est toujours très important, et un déficit commercial. En fait, les États-Unis vivent par endettement sur le reste du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils attirent des capitaux avec leur monnaie de réserve, et ils le font avec des taux réduits, parce qu'on a confiance dans les États-Unis et que parfois, il n'y a pas beaucoup de substituts dans certains pays, du Sud en particulier. En outre, comme le dollar est assez répandu, je ne vais pas aller dans le détail, mais à chaque fois qu'on émet un billet, il coûte quasiment rien à émettre, et pourtant il a une valeur importante. Le revenu du placement de ces billets s'appelle le seigneuriage. C'est comme ça que se financent les banques centrales. Et c'est ainsi que les États-Unis récupèrent, sur la totalité des dollars émis dans le monde, une part importante parce qu'en contrepartie, ils peuvent placer l'argent et avoir un rendement. Alors il y a des inconvénients, ou certains disent des devoirs, qui sont associés à ce rôle de réserve, même pendant l'échange flottant, et c'est ce que Trump semble oublier, ou volontairement veut oublier. Normalement, s'il y a des crises au niveau mondial, la monnaie de réserve doit en tenir compte dans sa façon de fournir de la liquidité aux autres pays s'il y a besoin. Je n'irai pas dans le détail, ça s'appelle des swaps. Ça a aussi des inconvénients au sens où, comme beaucoup de monde détient des dollars, ce n'est pas simplement les Américains. Et donc, quand les États-Unis font varier les taux d'intérêt compte tenu de la situation dans leur pays, ça a un impact dans d'autres pays qui peut venir en retour. Donc, plus on est internationalisé, et d'une certaine façon, on perd un tout petit peu le contrôle, ou du moins ça devient plus compliqué de bien contrôler la création monétaire. Et puis il peut y avoir des afflux et des reflux de capitaux, et ça crée un peu d'instabilité financière. Il y a aussi des risques de blanchiment, notamment avec le dollar, qui est assez facile à imiter. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? À partir des années 2000, je ne vais pas remonter toute l'histoire, vous avez en haut, en rouge dans le graphique, la situation du dollar, et je vais me focaliser ici sur la statistique que l'on suit le mieux par les banques centrales qui rendent compte et qui disent combien de dollars elles détiennent, c'est-à-dire qui montrent la confiance qu'elles ont dans le dollar et la façon dont elles pensent qu'il est utile de l'utiliser au besoin. Vous voyez qu'il représente à peu près 70% dans les années 2000 et tombe vers 60%, ce qui reste très important, en 2022, la dernière statistique connue. L'euro, qui a remplacé plusieurs monnaies, est en bleu clair et se situe un peu au-dessus de 20%. Il a paru monter au début et puis finalement il est resté à son niveau car ce n'était pas une priorité de l'Europe. On pourra en rediscuter. Et puis il y a d'autres monnaies que vous apercevez peut-être en bas. JPY, excusez-moi, c'est pour le yen japonais.
La Grande-Bretagne avec la pound est en livres en gris, et puis il y a les autres monnaies. Et maintenant, je vais vous donner un tout petit peu plus de détails parce qu'en fait, ces monnaies sont déclarées avec leur valeur. On peut détenir une quantité de dollars et puis sa valeur monte. Et à ce moment-là, ce que ça représente dans les réserves augmente aussi. Donc ça, c'est la ligne en bleu. La ligne en rouge est corrigée de ces effets de valorisation. C'est-à-dire que quand le dollar, ça ne tient pas compte de la variation à la hausse ou à la baisse du dollar. Et là, vous voyez que la pente rouge est un peu plus prononcée. La création de l'euro avait contribué à le faire, compensé un peu par une appréciation du dollar au début, mais c'est surtout sur la fin que ça m'intéresse. Vous voyez, lorsqu'il y a les sanctions américaines, notamment après la guerre de Crimée en 2014 et en 2022, la guerre en Ukraine, alors on a un mouvement de baisse plus prononcé parce que beaucoup de banques centrales se disent ça peut être embêtant de détenir des dollars. Et donc on va diversifier les devises qu'on va détenir. Et ils le font comment? En détenant de l'euro, mais ça n'augmente pas énormément, vous le voyez dans le graphique qui était sur la gauche. Et il va y avoir en vert le renminbi. Alors il y a plusieurs noms pour la monnaie chinoise. Ici, ils l'ont appelé renminbi. Il y a le yuan et CN pour Chine. On va dire yuan ici, pour simplifier, qui est en vert. Mais il y a aussi le dollar canadien en orange et le dollar australien en bleu. Dernier point de cette première partie, la montée en puissance des BRICS. Donc Brésil en rouge, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les ont rejoints l'année dernière des pays de moindre importance que j'ai mis en vert, Arabie Saoudite, Argentine, Émirats Arabes Unis, EAU, Égypte, Éthiopie et Iran. Vous voyez un schéma assez diversifié qui est représenté sur cette carte géographique. Vous avez en rouge les pays initiaux, en vert ceux qui ont rejoint en 2023, et en jaune, vous avez ceux qui voudraient rejoindre ce club. Ce club qui concurrence le G7, qui est celui des économies avancées, dont on va dire un mot ensuite. Alors qu'est-ce que ça représente au niveau mondial? Je vous ai mis à chaque fois les chiffres, et en vert, l'ajout qu'a constitué à l'intérieur de ce total l'entrée des 7 pays en 2023. En population, c'est presque la moitié du monde, dont 8% de plus apportés par les pays en vert. Pour le pétrole, la production de pétrole, c'est 43%. Donc on voit que c'est des pays qui comptent. En termes de production intérieure brute, ça n'est entre guillemets que 30%, et les pays qui ont été ajoutés, dont l'Éthiopie très pauvre, n'a constitué que 5% de plus. Mais il faut avoir en tête que les BRICS, c'est-à-dire ceux qui sont en rouge tout seuls, dès 2021, dans une certaine façon de calculer, avaient déjà dépassé la production annuelle en flux des 7 pays du G7 cumulés. Et donc, ça montre déjà un renversement des pouvoirs. En termes d'exportation, c'est 25%. Et en termes de réserve de change, c'est-à-dire ce que ces banques centrales détiennent, dont du dollar d'ailleurs, c'est 40%. Et il y a les 34 autres pays qui sont des aspirants, dont l'Algérie, le Kazakhstan, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier? Eh bien, Poutine, ne pouvant pas sortir de Russie parce qu'il risque d'être arrêté, il a fait un sommet à Kazan. Ils étaient 40, et il y a eu beaucoup, je mis de buzz, sous-entendu de bruit autour de cette réunion, qui était un peu hétéroclite. Il y avait à la fois la Turquie avec Erdogan, qui pourtant fait partie de l'OTAN, et à l'extrême inverse, si je puis dire, politiquement et géographiquement quasiment, la Corée du Nord avec son président. C'est donc un groupe qui compte, mais qui est très hétérogène. Et Lula n'était pas présent, il n'était que représenté. On verra plus ce que représentent le Brésil et l'Inde pour ces pays. Juste un mot, si je ne me suis pas trompé, pour le Brésil, les États-Unis, ça n'est que 17% de leur commerce maintenant. C'est avant tout avec la Chine et l'Europe qu'ils commercent. Cela dit, 90% de leurs exports sont facturés et réglés en dollars. Donc ça continue à compter. Officiellement, ces pays ne disent pas qu'ils sont contre les États-Unis, ne disent pas qu'ils sont contre le G7, ne disent pas qu'ils sont contre le dollar. Mais, et d'une certaine façon, on peut les comprendre,
il y a une défiance vis-à-vis des économies avancées et une crainte des sanctions, d'où une volonté d'autonomie des systèmes de paiement et de règlement. Et si j'ai le temps, je vais ajouter un point, Vostek, qui est sur cette militarisation du dollar, la façon dont les monnaies peuvent être utilisées comme des armes financières. Alors, j'ai déjà cité les 2 dates clés là-dessus. 2014, les sanctions contre la Russie à cause de l'annexion de la Crimée, puis des tensions de plus en plus fortes, des augmentations de tarifs entre les États-Unis et la Chine, avec des répercussions pour d'autres pays. Et en 2022, l'invasion par la Russie de l'Ukraine, et de nouveau des sanctions, suivies par beaucoup d'autres pays, plus importantes, qui se traduisent par un terme qui fait qu'on ne parle plus, en tout cas moi je ne parle plus de globalisation. Je ne dis pas qu'il y a une déglobalisation du monde, mais il y a une fragmentation. Et pour l'illustrer, je vous ai représenté une sorte de table de négociation du G20. Alors bien sûr, il n'y a pas les 20 pays là. Par exemple, les Européens sont tous regroupés. Qu'est-ce que vous avez sur cette table? Au milieu, vous avez le cas de la Russie, qui est en train d'être discuté. Et puis en bleu, vous avez les pays qui appliquent des sanctions. Et plus le bâton est important et long, et plus les sanctions sont importantes, notamment par les États-Unis. Vous avez le Canada, le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'Australie, le Japon et d'une certaine façon, mais bien moindre, la Corée du Sud. Et puis les pays en rouge, que je ne vais pas tous citer, eux, ils considèrent que ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur sujet. La guerre, elle est en Europe, elle concerne peut-être l'OTAN, elle ne concerne pas ces pays-là. Donc ils disent, nous ne sommes pas concernés par ça. Et c'est une façon de rejeter les sanctions et d'être prêt à aider à ce qu'elles soient contournées. Parce que les sanctions poussent les émergents à les contourner, à trouver d'autres moyens, à vendre à d'autres personnes ou à trouver des moyens de paiement qui vont être avec d'autres monnaies que le dollar. Il y a un terme un peu technique aussi qui est qu'une banque américaine est soumise au droit américain même quand elle est à l'étranger. On appelle ça l'extraterritorialité des banques américaines. Et donc même une banque française qui va faire quelque chose avec une banque américaine en Iran peut être sanctionnée, selon le droit américain, par les Américains. Et même si elle ne voulait pas être sanctionnée, les relations avec les États-Unis, les contacts avec la banque américaine seraient stoppés. Donc c'est une arme très puissante. Il y a eu aussi des gels d'actifs russes détenus dans différents pays et l'exclusion d'un système de paiement qui s'appelle SWIFT, qui est essentiellement occidental et dans lequel des banques russes ont été interdites de pouvoir faire des transactions. Résultat, il y a, c'était déjà avant, mais ça va s'accélérer, un essor des systèmes de paiement des pays émergents, mais aussi d'autres. D'abord au niveau national, pour éviter, par exemple, la puissance d'une société comme Visa, qui est américaine, ou bien Mastercard, qui est canadien. Ça se traduit par quoi? En Inde, IN, on a un système qui s'appelle UPI. Je ne vous en donnerai pas le détail, on peut reparler si vous voulez. Au Brésil, BR, c'est un système qui s'appelle PIX. Et ça marche très très bien. Ça s'est développé à une vitesse folle. En Europe, on n'est pas émergent, mais on veut aussi pouvoir ne pas avoir nos données qui passent chez Visa et qui prend une commission au passage. En France, on l'a fait avec la carte bleue et c'est en train de se développer en Europe à travers quelque chose qu'on appelle IPE, l'initiative de paiement européen, et qui va concerner toute l'Union européenne. Mais il faut aussi que ça soit au niveau international qu'on puisse utiliser ça et pour des grosses transactions. Et donc, actuellement, c'est un effort qui est fait, mais qui n'est pas encore réalisé. La Chine, que j'ai représenté par ces 2 lettres, classiquement CN, a un système qui s'appelle CIPS, vous n'êtes pas obligé de retenir le nom, qui potentiellement peut devenir international. À Kazan, il y a un mois, a été annoncé, c'est plus un effet d'annonce, je pense, qu'une réalité, un système qui, au lieu de SWIFT, s'appellerait BRICS Clear et permettrait aux pays adhérents à ce club de faire des échanges entre eux sans être soumis aux sanctions, notamment des Américains ou des Européens. Enfin, et ça c'est déjà le cas, il y a beaucoup d'accords bilatéraux qui se font, par exemple entre la Chine et les Émirats arabes unis, et où des paiements se font en yuan et plus en dollars.
Ils ont même annoncé à Kazan une monnaie commune, mais ça, je pense que c'est un effet de manche. Alors, conclure très rapidement, excusez-moi. Oui, bon, c'est pas grave. Vous aviez eu mon idée de base, je donne déjà ma conclusion. La voilà. Avec un graphique. Alors là, ce graphique, je le fais démarrer à l'an zéro. Bon, les statistiques peuvent être un tout petit peu contestées, hein. Vous avez en rouge, en haut, et en orange, la Chine et l'Inde, qui étaient les plus puissantes. Puis vous avez en bleu, qui monte assez rapidement, l'Europe de l'Ouest, et puis ensuite qui monte un peu plus tard, les États-Unis. Et puis on se retrouve maintenant dans une situation où l'Europe n'est plus que ce petit bout que Paul Valéry a appelé du continent euro-asiatique, ramené à lui-même. Et même le dollar est peut-être menacé. Il n'y a, cela dit, pas d'alternative évidente. Cela dit, trop d'hégémonie, notamment par les États-Unis, risque de tuer leur hégémonie. Et quant aux Européens, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils renouent les liens avec les émergents, j'ai mis fréquentables, ce dont on pourra discuter. L'euro, il faut le dire, nous a protégés, je n'en ai pas beaucoup parlé, on en parlera, mais il n'a pas menacé le dollar, qui certes devrait un jour perdre sa primauté, mais pas à court moyen terme, sauf en cas de crise majeure. Et c'est là qu'on revient à la politique américaine. Là, Trump vient de faire peut-être le grand chelem, on n'a pas encore les résultats, pour l'équivalent de notre Assemblée nationale. Il va pouvoir faire un peu tout ce qu'il veut. Ça risque d'être très chaotique, d'avoir beaucoup de conséquences négatives, notamment pour l'Europe, pas simplement pour les Américains. Dans 2 ans, il y a de nouveau des élections. Il peut à ce moment-là les perdre. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a opposition entre l'équivalent de l'Assemblée nationale et le président. Et il y a chaque année à voter l'augmentation de la dette publique, qui est fixée nominalement en montant aux États-Unis. Et ça aboutit souvent à des problèmes. Et c'est paradoxalement ainsi que les Américains pourraient eux-mêmes se nuire à leur pays. Mais ça serait une autre histoire. Merci. Merci Marc. Merci Marc-Olivier pour ce tour très complet et à la fois historique. Et vous avez bien distingué le temps long des évolutions et notre actualité d'aujourd'hui. Alors et vous avez en plus introduit, vraiment planté les décors géopolitiques et introduit la question du BRICS qu'on va développer. Juste avant de donner la parole à Daniel, un seul exemple pour rendre encore plus concret ce que vous avez dit à la fin sur le problème auquel, par exemple, le BRICS Clear pourrait peut-être répondre un jour, mais on verra. Les sanctions, vous avez beaucoup parlé des sanctions à juste titre, et elles sont contournées. L'Inde joue un rôle important dans ces systèmes-là. Si vous regardez les statistiques internationales, vous avez que l'Inde, depuis 2023, achète beaucoup de pétrole et de gaz russes, et que ses ventes vers l'Europe, vers d'autres parties du monde, ont également augmenté. Donc leur raffinerie marche à fond là-bas. Donc ça fait quoi? Ça fait que la Russie vend de plus en plus du pétrole et des gaz à l'Inde et accumule donc des réserves en roupies, puisqu'elle a accepté les roupies en moyen de paiement, et dont elle ne sait pas quoi faire. Et parce qu'elle n'a pas pour le moment grand-chose à acheter à l'Inde. Elle a demandé à la Chine d'accepter le roupie en monnaie d'échange. La Chine n'a pas accepté, donc c'est un problème en discussion. Ils vont peut-être trouver une solution. C'est peut-être une des questions dont ils ont parlé à Kazan, mais c'est ce genre de problème qui se pose, disons, aux gens qui s'affrontent aujourd'hui à l'hégémonie du dollar. Mais alors, maintenant, Daniela, poursuivons le point de vue des BRICS. Vous êtes une grande spécialiste. J'aurais dû dire que vous avez écrit un bel article dans la revue justement sur à la fois le positionnement des différents membres au sein du BRICS, notamment du Brésil, mais pas uniquement. Donc, si vous pouvez maintenant poursuivre et approfondir cette discussion pour qu'on comprenne vraiment comment cette question-là du dollar se pose au sein de ces groupes-là. D'accord. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de participer de cette table ronde.
Plus près, plus près. S'il vous plaît. Je pense que ma présentation est complémentaire. J'ai aussi j'ai porté quelques données. Alors, sa figure présente le share de dollars dans plusieurs fonctions de monnaie. Hein. À gauche, il a le poids dans le PIB mondial qui Marc a déjà montré. Et après, on peut voir que si on considère tout, ici toutes les fonctions de monnaie à niveau international, des dollars est le roi. Il a quelques fonctions qui la participation du dollar est plus grande, la différence est plus grande, et on peut voir que l'euro aussi a une importante participation dans quelques fonctions à cause de l'Europe et aussi de la périphérie européenne, les pays de la périphérie qui utilisent l'euro. Et les renminbi est encore, la participation est encore très, très petite. Je n'ai pas apporté, si on voit l'évolution depuis, après la crise financière globale de 2008, ça augmente. Hein? Alors, il a une tendance de croissance, mais si on voit le share, ça c'est les données des banques, comme on dit en français, des Bank of International Settlement, la BIS, des règlements internationaux, oui, merci, de 2024. Mais je voudrais aussi montrer de la perspective du pays en développement, hein, parce que c'est le focus de mon travail. Si on regarde le total de la dette externe, on voit que la share de la participation de l'euro est très grande. Alors la différence, hein, par rapport au dollar, c'est petit. Mais ça c'est à cause des pays de la zone d'euro et aussi de cette périphérie européenne qui a des dettes externes en euros. Mais si on regarde les pays en développement, parce que les pays en développement n'incluent pas sa périphérie européenne, hein, c'est le concept de la ONU, on voit que le dollar est encore presque à 80%. Et sa fonction, c'est très, très important. Pourquoi? C'est la dénomination de la dette extérieure. Alors, ça, c'est à l'origine des crises de dette extérieure des pays en développement, parce qu'ils ont un actif dénominé en dollars et qu'il faut être payé, réglé en dollars, mais il ne peut pas issu émettre les dollars. Alors, il a un currency mismatch, c'est le terme en anglais. Alors, dans la perspective des pays de développement, la participation c'est très très grand et on voit à cause aussi des inerties et d'autres facteurs qui, je suis d'accord, à court terme, même médium terme, je pense que le dollar va continuer à être le roi. Mais et alors, déjà pour commencer, un important point, je pense qu'il a une différence entre ça, le roi va rester le roi, si je dirais peut-être non long terme, mais au médium terme, mais ça, alors la hégémonie hein, ne va pas disparaître au court médium terme, mais ça, ce n'est pas dire qu'il a aussi une tendance de fragmentation du système monétaire international. Hein? Alors, je pense qu'il faut distinguer ces deux choses. Il a des initiatives, je vais parler du BRICS, hein, pour réduire le rôle du dollar ou de dédollariser, mais
ça n'est pas le même dès la fin de l'hégémonie du dollar. Je pense que cette différence est importante. Alors, maintenant, je vais présenter les principales idées de l'article qui a été publié dans l'économie politique. Et notre article, c'est sur les BRICS, entre les dollars et les renminbi. J'ai écrit avec un collègue qui est professeur à l'université fédérale au Brésil. Et ici, il a, on peut dire, notre principale idée, qui là, beaucoup de pays émergents, qui c'est un groupe de pays en développement, c'est le groupe avec les plus, selon la plus, comme on dit, chère en termes de production, mais aussi la plus grande intégration dans les systèmes monétaires et financiers internationaux. Alors, ils souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain parce que ça a beaucoup d'effets négatifs sur ces pays. Mais seule la Chine a les moyens d'avancer réellement dans ce sens. Ça veut dire augmenter la participation du renminbi dans les transactions internationales, dans toutes les fonctions de la monnaie internationale. Et les différents projets monétaires évoqués actuellement au sein des BRICS, et je vais parler qu'est-ce qui s'est décidé dans les sommets de Kazan, que ça n'était pas au article qui a été publié avant, ne peuvent qu'accélérer l'internationalisation de la monnaie chinoise. Alors, pour nous, la thèse est que les initiatives de dédollarisation au sein du BRICS seulement est possible parce qu'elle est d'intérêt de la Chine au moment. D'accord? Et une première session de l'article, c'est pour comprendre qui sont les BRICS pour la Chine. Et pour nous, on voit que la Chine a une stratégie qu'on peut appeler de deux voies. Alors, il y a quelques initiatives comme les BRICS qui la Chine elle a une symétrie très, très grande en termes de PIB, en termes de commerce, en termes de share d'exportation mondiale, technologie, capacité technologique et autres indicateurs économiques. Alors, il a une symétrie, mais elle s'y met comme au même comme on dit, poids que les autres briques. Alors, sans asymétrie, on ne voit pas aux briques. Alors, ça, c'est une voie. Non, je suis comme vous. Nous sommes au même niveau. Tous nous sommes pays émergents. Et aussi, si on prend les classifications de la Banque mondiale, maintenant, tous les BRICS sont pays de taux de upper middle income, alors revenu moyenne haut. Parce que la Inde a été bas, revenu moyen bas, mais maintenant aussi haut. Alors, et ça, c'est différent des autres initiatives, comme la Belt and Road Initiative. Alors, dans la Belt and Road Initiative, clairement, la Chine est la puissance. Et elle va investir aux pays en développement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Chine est le principal créancier bilatéral du pays en développement. Et une moitié de cette dette chinoise est dénominée en renminbi. Alors, on voit déjà, et ça, c'est très important. Alors,
pourquoi la Chine alors soutient les BRICS, pourquoi ça va permettre à la Chine, déjà permet, il va continuer à permettre que la Chine augmente la internationalisation du renminbi. À propos de ça aussi, quand il inclut l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes comme aussi pays du BRIC, ça, et qui sont aussi pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui c'est notre initiative de Chine, ça aussi a un potentiel, va contribuer aussi pour accélérer le rôle du renminbi comme monnaie de dénomination des matières premières. Et alors, quand on parle des stratégies de dédollarisation du BRIC, ça, en termes généraux, n'est pas nouveau. Hein? La première fois qu'ils ont parlé de ça, des coopérations monétaires et d'utilisation de monnaie locale pour régler les transactions internationales, a été en 2010, hein? Jusqu'après la crise financière globale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Peu de progrès et seulement qu'est-ce qui s'est passé? Seulement une augmentation de l'utilisation des renminbi. Mais l'idée de monnaie commune est nouvelle. Ça, c'est pour nous, une conséquence que Marc-Olivier a parlé, de la militarisation du dollar. Alors, quand les États-Unis ont mis des sanctions contre les renminbi, contre la monnaie russe, l'idée de monnaie commune a émergé. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Il n'a pas d'initiative, il ne parle encore aussi à Kazan de la création de monnaie commune. Ça a été ou le président des banques centrales ou président, ils ont parlé de ça, mais il n'a pas aucune initiative dans ce sens. Qu'est-ce qu'ils ont dans les sommets de l'année passée? Alors, qu'est-ce qui a été un des principaux sujets? L'utilisation de monnaie locale dans les commerces entre les pays, mais aussi transactions financières. Mais les premiers objectifs, c'est dans les commerces. La question de devise commune n'a pas été abordée, comme j'ai dit, et la déclaration finale a chargé les ministres des Finances et les banques centrales de préparer un rapport pour les sommets suivants. Alors, il a été créé un task force pour les paiements bilatéraux. Hein? Et alors, on peut dire que la déclaration ne parle pas explicitement de dédollarisation, mais il a implicitement à la question de la domination du dollar, comme on peut réduire sa dénomination. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kazan? C'est la première fois que les pays qui ont été inclus dans 2023 ont participé. Une chose, l'Argentine, le président Milei a dit non, on ne veut pas. Alors l'Argentine a refusé d'être part. Et vous avez montré les poids des BRICS. Alors je pense que ça n'est pas une bonne décision. Mais de nouveaux partenaires ont été admis et plus qu'en 2023. Alors ici c'est la liste
je ne vais pas. Et qu'est-ce qui s'est décidé dans les domaines monétaires et financiers? Il n'existe pas de consensus sur l'opportunité de créer une monnaie des BRICS. Il y a encore beaucoup de différents intérêts. Qui vraiment veut ça et a été déçu par qu'est-ce qui s'est passé à Kazan? Poutine. Poutine veut clairement avancer dans l'utilisation de monnaie locale et créer une monnaie commune parce que c'est le pays qui sent de plus l'impact de la militarisation. Mais les autres pays, non. Et alors, qu'est-ce qui ça a été décidé? Qu'est-ce que Poutine vraiment voudrait? Une déclaration, hein? Alors on va créer un réseau pour paiement en monnaie locale, comme une déclaration qui ça va être vraiment créé. Mais ça n'était pas passé. La déclaration dit que les pays continueront à avancer dans ce travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Première, c'est l'initiative des BRICS sur les paiements transfrontaliers. Ils ont décidé qu'ils vont créer un mécanisme de compensation interbancaire, mais ce n'est pas encore là les réseaux des paiements. Les BRICS Clear, ils ont encore pour analyser la faisabilité, les BRICS Clear sera plutôt sur les transactions des titres. Alors, c'est un réseau pour régler les transactions des titres. Et une chose importante qui n'a pas été en 2023, un accord sur les réserves contingentes, parce que les BRICS ont un pool de réserves qui peut être utilisé dans une situation de crise, de choc extérieur. Alors, ils vont inclure les autres monnaies des nouveaux BRICS. Alors, il y a eu quelques avance par rapport à 2023, mais c'est encore un état, comme on dit, préliminaire. Rien n'a été vraiment mis en place jusqu'à ça. Alors, cette idée que j'ai déjà dit, la différence entre l'hégémonie des dollars et la fragmentation du système monétaire international. Comme j'ai dit, la Chine joue un peu d'égalité avec les BRICS. C'est un choix de la Chine. Et ça, au moment, bénéficie la Chine parce que le renminbi est la monnaie qui a la plus grande participation si on considère toutes les fonctions de monnaie dans les BRICS. La question reste ouverte si, à terme, la Chine souhaite ou non défier les dollars en tant que devise clé. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Une très, très importante raison est que pour devenir une devise clé dans les capitalismes à dominance financière, qui c'est le capitalisme aujourd'hui, les pays, les émetteurs de devises clés, il faut qu'ils offrent aux investisseurs global un actif liquide où la richesse globale peut être placée, investie, et la Chine n'a pas ça. Pour avoir ça, il faudrait une ouverture financière totale et que ce n'est pas l'objectif de la Chine aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Daniela. Merci d'avoir conclu. Vous pouvez passer par ces points. Effectivement, la Chine n'est pas prête à assumer toutes les contraintes qui viendraient avec ce rôle-là. Donc finalement, vos visions s'accordent parfaitement. Le sens de l'histoire, on le sent un peu dans vos deux présentations. En même temps, aujourd'hui, le dollar reste en place. Alors Jean-François, avec toi, on va introduire une autre dimension de ce débat-là dont on parle souvent un peu moins. Puisque la dollarisation, ce n'est pas que le système international, monétaire international, c'est aussi la situation de beaucoup de pays qui utilisent le dollar de façon intégrale ou partielle. Tu vas nous en parler en 15 minutes maximum. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. En attendant, je vais répondre moi-même à une question qui était posée. Est-ce que le renminbi et le yuan, c'est la même chose? Ben oui,
Vous l'avez dit, oui. Un ami qui a fait la maîtrise en Chine, qu'est-ce qu'ils ont m'expliqué? Les yuan, c'est la unité du renminbi. C'est ça qui c'est. Et alors, les renminbi, c'est le nom de la monnaie, comme l'euro, les réals brésiliens, mais un renminbi, c'est le yuan, c'est ça, la unité. Seulement une chose, seulement une information. Pourquoi Lula n'a pas participé du sommet? Parce que ça a été un privilège. Je n'ai pas vu Lula, parce qu'il était malade. Bien, merci Daniela d'avoir rempli cet interstice. Bon, tout d'abord, merci aux organisateurs et notamment merci à Laurent Sialom qui est ici et qui a été la cheville ouvrière de cette session avec Wojtek Kalinowski. Alors, moi, je vais présenter quelque chose qui va dans le sens de ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que je considère, comme les deux autres intervenants, que la fin du dollar n'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que la dédollarisation, dont on parle beaucoup, c'est un phénomène de long terme. Alors, pour le présenter, je vais insister sur deux niveaux de dédollarisation. Pour l'instant, on a parlé de dédollarisation essentiellement au niveau global, dans les relations internationales. Mais il me semble que si on veut s'intéresser à cette question, il faut aussi parler de la dédollarisation des pays émergents, des pays en développement, qui ont, à l'intérieur de leur économie nationale, une très large utilisation du dollar. Tous ceux dans cette salle qui ont eu l'occasion d'aller dans des contrées lointaines savent que si on a un billet de $20 dans sa poche, partout dans le monde, on peut acheter quelque chose. Alors que ce n'est pas forcément le cas avec un billet de 20 € ou encore moins avec de la roupie indienne, pour reprendre l'exemple de Wojtek tout à l'heure. Donc je vais insister sur ces deux niveaux. Je vais commencer tout d'abord par rappeler quand même que contester l'hégémonie du dollar international, c'est quelque chose de légitime. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui en géopolitique monétaire qui insistent là-dessus et qui montrent, là ici j'ai repris un travail d'un économiste américain qui s'appelle Tom Paley, et lui il explique très bien que l'hégémonie du dollar en fait c'est un système qui se renforce de lui-même et qui s'appuie sur trois types de pouvoir ou de puissance. La puissance économique, évidemment les États-Unis, grande puissance économique, mais également le pouvoir et la puissance militaire, notamment le pouvoir coercitif, c'est-à-dire la capacité à mettre en place des sanctions et à imposer des choses aux autres, et puis également le pouvoir au niveau des relations internationales, au niveau de la diplomatie ou au niveau des relations politiques internationales. Ça, c'est vraiment bien mis en lumière par des travaux en termes de géopolitique monétaire. D'un point de vue macroéconomique, on peut mettre en évidence aussi le fait qu'aujourd'hui, le régime monétaire international qui est centré sur le dollar n'est pas du tout optimal. Et il génère tout un ensemble de contraintes, d'externalités négatives, comme disent les économistes. Ici, je renvoie à des travaux qu'on avait faits avec Michel Aglietta et Pepita Ould-Ahmed en 2016, où nous, on montrait qu'il y avait 4 séries d'externalités négatives, ou 4 séries de contraintes, en fait, posées par ce régime monétaire international. On appelait ça la thèse des 4 I. Le premier I, c'est pour instabilité. C'est un système qui est fondé sur une instabilité monétaire et financière énorme, considérable. Ça, on a tendance à l'oublier. On oublie tout le temps que la variable économique qui est la plus instable, c'est le taux de change. On est souvent focalisé sur l'inflation, le taux d'intérêt, le taux de chômage, la dette, etc. Mais la variable la plus instable, c'est le taux de change. Et ça, aujourd'hui, on a une incapacité à générer une stabilité des taux de change. Quand je dis une stabilité, ce n'est pas forcément des taux de change fixes, mais une forme de stabilité. Le deuxième I, c'est pour l'iniquité. On a un système qui est véritablement inéquitable, c'est-à-dire que le pays qui émet la monnaie de réserve, en l'occurrence les États-Unis, ont effectivement un nombre d'avantages très importants à pouvoir émettre ce dollar, alors que les pays en développement, eux, ont tout un ensemble de contraintes et sont perdants dans ce système-là. Le troisième I, c'est pour l'incertitude. On a des périodes d'incertitude très fortes. Alors, ça a été dit tout à l'heure en partie par Marc-Olivier, mais quand il y a de l'incertitude, on cherche des valeurs refuges. Valeurs refuges, ça peut être les bons du Trésor américain, mais ça peut être aussi et surtout, et on le voit là ces dernières années, l'achat d'or. On a un retour, aujourd'hui on est en 2024 et on assiste à un retour de l'or depuis quelques années. En 5 ans, le cours de l'or a doublé, on atteint des niveaux records. On est en 2024 et on s'appuie encore pour les relations économiques internationales sur l'or, ce qui est quelque chose qui
prévalait au 19e siècle, on va dire. Bon. Et puis enfin, le quatrième I, c'est l'insuffisance de la demande globale. Là, c'est plus de la macroéconomie qui met en lumière le fait qu'on a un régime monétaire international qui génère une croissance sous-optimale. C'est l'économiste américain Danny Rodrik qui avait calculé que le fait de devoir accumuler des réserves en devises, en particulier en dollars, ça coûte en gros 1 point de croissance aux pays en développement. Alors, je ne vais pas insister sur ce point-là, je vais insister sur d'autres thématiques. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que la contestation du dollar, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de buzz là-dessus, sur la dédollarisation, les discours, les positions, les postures des BRICS, des pays émergents, mais ce n'est pas nouveau. Tout à l'heure, ça a été rappelé, Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances de De Gaulle, en 1964, c'est lui qui a introduit cette expression, le privilège exorbitant du dollar. Donc il y a 60 ans, on dénonçait déjà ça. Les États-Unis, dans les années 70, lorsqu'on leur indiquait qu'ils avaient quand même un rôle important dans leur hégémonie et qu'ils devaient assumer en partie les conséquences, ils disaient oui, mais le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. C'est une expression fameuse du secrétaire du Trésor américain à l'époque. Et il disait c'est notre monnaie, c'est-à-dire que nous, par exemple, aux États-Unis, si on décide de monter les taux d'intérêt parce qu'on a besoin de limiter les poussées inflationnistes, si ça a des conséquences sur le reste du monde, ce n'est pas notre problème. C'est à vous ajuster par rapport à ces décisions-là. Et puis, évidemment, j'ai repris l'expression très récente de Lula, le président brésilien, qui a effectivement à nouveau mis les pieds dans le plat récemment, dans les sommets des BRICS, en disant pourquoi tous les pays seraient obligés de faire leurs échanges en se basant sur le dollar. Qui a décidé que le dollar serait la monnaie de référence? Donc là, mais on voit bien, finalement, c'est toujours la même question qui est posée depuis plus de 60 ans. Alors, un autre élément important sur cette question de l'hégémonie, les économistes, très souvent, ont tendance à oublier les travaux des historiens. Mais que disent les historiens de la monnaie? Ils nous disent qu'en fait, l'hégémonie d'une monnaie, il y a une forme d'inertie qui se met en place et qu'en réalité, une monnaie internationale qui est largement utilisée, elle va continuer à être utilisée pendant de nombreuses années après le déclin de l'empire ou du pays qui émet cette monnaie. Et par exemple, ici, j'ai repris le solidus au niveau de l'Empire romain qui a continué à circuler plus de 100 ans après la fin de l'Empire romain. La livre sterling, le déclin a été... on peut dire que le déclin commence à apparaître dans l'entre-deux-guerres, mais que véritablement, le vrai déclin de la livre sterling, c'est les années 1950-1960, plusieurs décennies après. Donc si on parle de déclin de la puissance américaine, historiquement, il y a quand même de grandes chances de voir que le dollar va résister et va continuer à être utilisé parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a des pratiques, parce qu'il y a des rapports de force qui perdurent. Et c'est quelque chose qui a été mis en évidence pour ceux qui s'intéressent aux travaux des économistes. Ça avait été déjà mis en évidence par Paul Krugman en 1980 dans un super article où il mettait en évidence cette question de l'inertie dans l'hégémonie. Alors maintenant, sur précisément la question de la dédollarisation en interne, domestique. Je vais prendre 3 cas de pays, c'est des terrains sur lesquels je travaille. Il y a des pays où le dollar est très présent et où ces pays se disent mais finalement on va essayer de limiter l'utilisation du dollar dans notre pays. Le premier pays, c'est l'Équateur. Alors l'Équateur, c'est très compliqué parce que c'est un pays qui a abandonné sa monnaie nationale en 2000 et qui a adopté le dollar américain. Et en 2016, ils ont essayé de lancer une monnaie numérique de banque centrale, une espèce de dollar numérique équatorien contrôlé par la banque centrale. Et ça a été en fait un échec total. Pourtant, ça avait été mis en place, ça avait commencé à fonctionner. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, les Équatoriens ont vu dans cette initiative une tentative déguisée de sortie de la dollarisation intégrale. Et ça peut paraître paradoxal vu de l'extérieur, mais les Équatoriens, même ceux qui sont hostiles aux États-Unis, hostiles à la puissance du dollar, au capitalisme financier, etc., ils sont attachés au dollar parce que c'est un élément de stabilité du pays. Ils sont contraints qu'il y a des limites, il y a des contraintes macroéconomiques très fortes et politiques qui s'imposent très fortement à l'Équateur à cause de la dollarisation. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser une nouvelle monnaie nationale, ils ne sont pas d'accord. Ils préfèrent avoir du dollar dans leur poche que du dollar équatorien, dit en d'autres termes. Un autre exemple de tentative de dédollarisation, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, qui est un grand pays d'Afrique et qui
dont les ressources principales sont liées à l'exploitation minière. Ce pays a essayé de faire reculer la part du dollar, qui est très importante depuis les années 90, avec des mesures coercitives. Ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire ils ont mis en place des mesures coercitives, c'est-à-dire en disant à la population, aux entreprises, vous n'avez pas le droit d'utiliser le dollar. Il y a eu la conséquence a été l'effet exactement inverse. Le dollar a progressé. Et puis, plus tard, ils se sont dit, bon, on va essayer des mesures un peu moins coercitives, plus incitatives. Ça n'a pas marché non plus. Et ça fait déjà plusieurs décennies que le dollar représente plus de 80-90% des dépôts. Et ici, c'est un cas intéressant parce que ça montre que les pays qui ont un modèle de développement extractiviste, c'est-à-dire qui consiste à exploiter les ressources naturelles, eh bien, lorsqu'ils sont fortement dollarisés, ils ne peuvent pas vraiment en sortir. Parce qu'en réalité, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place dans ce modèle économique. On a besoin d'exporter des matières premières, ça se fait en dollars en général. Les firmes qui exploitent ces ressources fonctionnent en dollars. Et finalement, on va payer en partie les revenus ou les salaires internes en dollars. Et en réalité, c'est un système qui s'auto-entretient. Donc il y a une espèce de malédiction, en quelque sorte, où la dollarisation et l'extractivisme sont deux éléments qui se renforcent l'un l'autre. Et malheureusement, ça empêche très souvent ces pays de sortir, d'aller vers d'autres modèles de développement. Un autre exemple sur un autre continent, le cas du Cambodge, qui est un cas très intéressant parce que la Banque centrale au Cambodge est très innovante sur le plan des nouveaux outils de paiement. Elle a mis en place des innovations monétaires, des systèmes de paiement de type, c'est le nom qui est utilisé sur place, du type Bakong, qui sont des systèmes de paiement numériques contrôlés par la Banque centrale, très ingénieux. C'est-à-dire on s'appuie sur les technologies de type blockchain, sur les technologies les plus récentes, pour essayer d'inciter la population à moins utiliser le dollar et à plus utiliser le riel, la monnaie du Cambodge. Bon, le succès est très relatif, ce qui montre que même si une banque centrale essaie d'utiliser les moyens les plus récents, les plus efficaces, c'est très compliqué de sortir du dollar. Autre élément qui va dans le sens du renforcement de la dollarisation et de l'utilisation du dollar, on s'aperçoit que si on prend ne serait-ce que les 2 dernières années, eh bien, il y a des pays qui, loin de dédollariser, sont plutôt dans la logique inverse. Au contraire, ils vont vers la dollarisation. L'Équateur, dont j'ai déjà parlé, il y a eu des élections présidentielles l'an dernier. Les 2 candidats à la présidentielle étaient d'accord sur rien, sauf sur une chose, consolider la dollarisation, c'est-à-dire essayer d'éviter qu'il y ait à nouveau des rumeurs de sortie de la dollarisation. Ils étaient d'accord uniquement là-dessus. Autre exemple, l'Argentine. Daniela a parlé tout à l'heure de Javier Milei, ce président un peu bizarre, très adepte de l'anarcho-capitalisme. Lui, son idée, c'est de passer à la dollarisation intégrale dès que possible, c'est-à-dire éliminer le peso, la monnaie argentine, parce que pour lui, le peso représente ce qu'il appelle la monnaie de la caste, c'est-à-dire la monnaie des oligarchies qu'il a dégagées, entre guillemets, en étant élu. Alors pour l'instant, il n'a pas réussi à le faire, le projet est retardé. Moi, je pense qu'il n'arrivera pas à le faire pour des raisons techniques sur lesquelles on pourra discuter. Mais il y a des pays comme l'Argentine qui veulent aller vers le dollar et qui sont même sortis des BRICS alors que c'était l'objectif de départ. Enfin, dernier cas, le cas du Liban, pays en grande difficulté qui a connu une crise financière très importante il y a quelques années. La Banque mondiale, dans le top des crises financières de l'histoire, met la crise financière libanaise en 3e position, 3e crise financière la plus grave de l'histoire. Les événements récents montrent que la situation du Liban est encore plus chaotique. Et effectivement, le Liban est actuellement en train de dollariser intégralement son économie, c'est-à-dire de faire disparaître contre sa monnaie, qui avait déjà en partie disparu. C'est une monnaie qui avait perdu 99% de sa valeur en 4 ans. Et ce qui est clair, c'est que le Liban va sans doute aller vers une dollarisation intégrale. Mais là, il y a une question qui se pose, c'est à long terme, au-delà des contraintes macroéconomiques qu'imposerait la dollarisation, quelles seraient les conséquences géopolitiques d'un choix du dollar comme monnaie officielle du Liban dans une région aussi mouvementée sur le plan géopolitique. Voilà, donc en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que la dédollarisation, c'est un phénomène de long terme. On ne peut pas enterrer le dollar tout de suite, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est pas ça le problème. Et puis il y a même des pays en développement qui sont attachés au dollar et qui vont vers la dollarisation, ce qui permet de relativiser cette thèse du déclin du roi dollar, pour reprendre le titre de cette session. Merci Jean-François.
Donc là, vous avez vraiment eu le droit à un tour complet de la question, mais vous avez posé beaucoup de questions, donc j'ai essayé de les regrouper et puis essayer peut-être de vous répartir entre vous les questions. Chacun ne pourra pas répondre à toutes les questions, je pense, mais nous avons encore 25 minutes. On m'a signalé qu'on peut éventuellement prolonger de quelques minutes, mais pas plus. Et tout le monde voudra de toute façon déjeuner. Donc il y avait plusieurs questions sur les sanctions, de façon très pédagogique. Concrètement, les sanctions, le rôle du DRAL dans les sanctions, comment ça marche, qu'est-ce que ça représente pour des entreprises. Ça, c'est une question, je pense, qui mérite d'être éclairée, même si vous l'avez déjà abordée. Il y a une deuxième famille de questions sur qui anticipe un peu la partie que vous n'avez pas pu, faute de temps, présenter sur les cryptos, sur les bitcoins. Trump, qui est maintenant un fervent adepte de bitcoin. Quelle incidence sur notre débat? Donc il y a déjà deux groupes de questions, sanctions et les cryptos. Une troisième question aussi très pédagogique, enfin, qui incite à la pédagogie, le taux d'intérêt du dollar. Donc concrètement, c'est notre monnaie, mais votre problème. Donc concrètement, s'il y a des fluctuations du taux d'intérêt, des politiques monétaires aux États-Unis, quels sont les problèmes qui se posent à ces pays? Ensuite, l'extraterritorialité du dollar. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment ça s'organise? Voilà, peut-être Ah oui, il y a une cinquième qu'on pourrait peut-être traiter plus rapidement sur le franc suisse. Est-ce que c'est comme monnaie des réserves? Qu'en pensez-vous? Il y avait une demande sur de bibliographie. Je vous renvoie au site de GECO. Où la Banque de France a déjà conseillé quelques lectures. Je vous renvoie évidemment à l'économie politique qui a été amplement présentée aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'autres travaux et sans doute les intervenants seront heureux de vous conseiller quelque chose si vous venez après. Voilà, donc ah oui, il y avait aussi une question plus fondamentale sur les échanges commerciaux dont vous avez parlé les uns et les autres. Donc, en fait, c'était une contrainte structurelle sur tout ce qu'on peut faire sur le plan monétaire. Donc, quelque part, vous avez déjà répondu, quelque part, que c'est les déséquilibres autour du BRICS, au sein du BRICS, c'est aussi parce que les échanges commerciaux sont extrêmement inégaux. Mais est-ce que c'est une contrainte franchissable, infranchissable pour construire, disons, des alternatives monétaires au dollar? Voilà en gros les questions. Dans quel ordre souhaitez-vous répondre? On fait dans l'ordre inverse, comme ça, Jean-François, Daniela et Marc-Olivier. Alors, donc, ne te sens pas obligé de répondre à tout. Tu peux aussi léguer en héritage. Je ne vais pas répondre à tout. Je voudrais tout d'abord parler des cryptos et de Bitcoin. Alors, les cryptos, parfois on parle de crypto-monnaie, mais en réalité, il vaudrait mieux parler de crypto-actifs parce que je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que les cryptos, tels que Bitcoin, ne sont pas des vraies monnaies, même si elles peuvent être utilisées partiellement comme monnaie. Deuxième chose, ces cryptos, il faut les voir comme des initiatives monétaires de contestation. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est pas tombé du ciel. C'est pas seulement une innovation technologique, c'est une innovation pour contester le dollar, ouais, en partie, mais surtout pour contester le fait qu'on a un système monétaire aujourd'hui qui est hiérarchisé, c'est-à-dire on a une banque centrale qui a un pouvoir, il y a des banques qui ont du pouvoir. Et l'idée de ceux qui ont défendu le Bitcoin dans son projet initial, c'est de dire, en fait, nous, on ne veut pas d'un système monétaire qui est contrôlé par une autorité. On veut le décentraliser. On veut vraiment complètement débunker le truc et avoir un système qui soit horizontal. Et la technologie blockchain va permettre justement d'organiser ceci de façon efficace. Alors évidemment, les banques centrales et les États ont réagi vivement à ce type d'initiative. Parce que, évidemment, si on commence à utiliser Bitcoin plutôt que des monnaies officielles, il y a des grands risques de stabilité financière. Bitcoin, si vous regardez l'évolution du cours du Bitcoin, c'est hyper instable.
hein. C'est encore plus instable que les taux de change. Donc c'est un vrai problème. Et surtout, il y a quelque chose à prendre en considération, c'est que les banques centrales, on pourrait dire que la monnaie étant une institution publique, la banque centrale est censée garantir la stabilité, la pérennité de la monnaie, des systèmes de paiement. Donc s'il y a des éléments parasites comme Bitcoin qui viennent déstabiliser le système, eh bien, l'objectif, ça va être d'essayer de les éliminer, ou en tout cas de limiter leur usage. Donc si vous regardez les initiatives qui ont été prises par les États, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont officialisé Bitcoin. Il n'y en a que 2 en gros, c'est le Salvador et puis c'est la République centrafricaine. Au Salvador, ça marche pas vraiment. Il y a un État aux États-Unis, je pense, j'ai oublié lequel. En interne, oui. Mais si on regarde le cas du Salvador, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que même les Salvadoriens, même s'ils ont du Bitcoin, ils l'utilisent pas vraiment. Il y a seulement 7% des Salvadoriens qui l'utilisent. Bon, et en République centrafricaine, je ne vais pas revenir là-dessus, mais là, c'est vraiment un système complètement aberrant, puisque ça permet en réalité, grâce au Bitcoin, d'acheter des terres pour exploiter du diamant ou d'acquérir une citoyenneté, acheter un passeport. Bon, donc là, on est dans un système complètement aberrant. L'autre volet qu'on n'a pas mentionné sur les initiatives monétaires privées, c'est ce qui s'appelle les stablecoins, c'est-à-dire notamment ces systèmes de paiement ou de monnaie qui sont lancés par des grandes entreprises, des grandes firmes, notamment les GAFAM. C'est Facebook qui avait essayé de lancer un projet qui s'appelait Libra. Et là aussi, les États ont bloqué ces initiatives. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Je pense que les GAFAM et d'autres entreprises vont essayer de revenir. Mais ce qui est certain, c'est que les États, et là-dessus je vais défendre les États et les banques centrales, ont tendance à considérer que la souveraineté sur la monnaie, ça ne se partage pas avec le privé. C'est-à-dire que c'est trop important, la souveraineté sur la monnaie et la capacité à garantir une forme de stabilité sur le système de paiement pour qu'on ne puisse pas favoriser l'usage des initiatives monétaires privées, que ce soit Bitcoin, cryptoactifs, ou des stablecoins, c'est-à-dire des monnaies mondiales qui seraient lancées par des grandes firmes. Quelques mots sur le taux d'intérêt du dollar. Ce qui est sûr, c'est que lorsque la Réserve fédérale prend des décisions sur son taux d'intérêt, c'est d'abord pour des considérations internes. Mais évidemment, comme le monde entier utilise le dollar, comme l'ensemble des banques, globalement, sont connectées au système monétaire et aux banques américaines, eh bien, ça a un impact sur l'ensemble de la finance mondiale. Et il y a une économiste, alors je crois qu'elle a été présente au GECO, une économiste qui s'appelle Hélène Rey, qui a très bien mis en évidence ce phénomène-là. Elle dit qu'en réalité, la Fed a un rôle considérable au niveau international parce qu'à travers ses décisions sur les taux d'intérêt directeurs, s'il décide d'augmenter ses taux ou baisser ses taux, elle génère un cycle financier global qui s'impose à tous les pays de la planète. Et c'est un résultat qui est intéressant pour les économistes parce que les économistes ont longtemps considéré que c'était plutôt les pays en développement qui étaient contraints, qui étaient dépendants des décisions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. En réalité, on s'aperçoit que même les autres pays sont influencés. Et si vous regardez les décisions de la Banque centrale européenne, très souvent, ça se fait en fonction des décisions ou des passées ou des décisions à venir de la Fed. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu une dépendance vis-à-vis des décisions américaines. Et ça, c'est tout à fait logique parce qu'effectivement, le dollar étant la monnaie internationale, eh bien, celui qui fixe les conditions, notamment sur les taux d'intérêt sur le dollar, eh bien, il joue un rôle moteur dans l'économie mondiale. Je m'arrête là, je ne réponds pas à toutes les autres questions. Oui, très bien. De toute façon, je vais essayer de checker la liste pour qu'on n'oublie pas. Alors, Daniela, je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez, quelles seraient les questions auxquelles vous voudrez répondre. Est-ce que vous voulez qu'on poursuive sur l'impact des taux d'intérêt sur les BRICS ou sur les échanges commerciaux? Je pense que... Oui. Oui. Prenez le micro. Parce que Jean-François a déjà adressé et je suis d'accord avec tout qu'il a dit. Seulement une chose pour ajouter à propos des cryptos et des stablecoins. On voit, on a écrit 3 policy briefs sur les cryptos et les conséquences sur les pays en développement l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà. Mais on voit
clairement que c'est avec la Libra, les projets Libra, que les banques de règlement international a vraiment, comme on dit, pris en charge les projets des monnaies numériques des banques centrales. On voit clairement que ce n'est pas le Bitcoin qui là est la menace, né? Que c'est les monnaies des GAFAM, mais les projets Libra ne pas survivre. Et aujourd'hui, je pense que peut faciliter. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le principal déterminant, mais les monnaies numériques des banques centrales peuvent faciliter la croissance des monnaies locales et ces mouvements de dédollarisation. Je pense qu'il peut faciliter. Les banques de règlement international ont déjà des projets pilotes. Il a déjà des utilisations des monnaies numériques dans les marchés, comment on dit, au sein pas de gré, dans les marchés entre les banques, non pas par la population. Alors ça, je pense que c'est un mouvement qui va réussir. Je pense que la monnaie numérique et l'utilisation des monnaies numériques dans les transactions internationales. Alors ça, je pense que c'est un processus qui va réussir. Les taux d'intérêt, les principales choses, Jean-François a déjà dit, les cycles financiers globaux, mais est-ce exactement parce que les pays en développement, ils sont au dernier étage de la hiérarchie des monnaies, ils sont plus d'effets adverses du cycle financier global que les pays développés. Alors, tous les pays, hein, parce que les dollars est la devise clé, les pays sont au-dessus du dollar, mais sont les pays en développement qui sont plus affectés et ont les plus petits degrés d'autonomie politique. Hein. Alors, la augmentation des taux d'intérêt des dollars, généralement, il faut augmenter les taux d'intérêt domestiques pour éviter la sortie des capitales, et ça, c'est négatif pour la croissance, pour l'emploi. Alors, c'est sur les pays de développement que ces effets de politique monétaire américaine, c'est plus grand. Mais il y a une chose importante que malheureusement, hier, on a cette terrible victoire de Trump. Et qu'est-ce que les marchés financiers, il était, comment dire, la prévision. Si Trump gagne, et le dollar va apprécier. Pourquoi? Parce que la hypothèse des marchés financiers est que la politique fiscale de Trump sera plus expansionniste et à cause aussi du protectionnisme commercial. Alors l'inflation, ça va causer pression inflationnaire, alors augmentation des taux, même si la Banque centrale américaine n'a pas augmenté immédiatement le taux d'intérêt, les taux longs vont augmenter, et ça qui influencie les décisions d'investissement. Et alors, ça sera négatif pour les pays en développement. Je pense que ça, c'est important. Merci. Alors, Marc Olivier, il vous reste beaucoup de questions, mais notamment, je vous rappelle, alors, sur les sanctions, si vous pouvez revenir un peu, et sur l'extraterritorialité. Alors, je vais faire un peu la voiture balai. Et puis, je vais peut-être oublier des choses. Hein. Mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais je vais revenir quand même sur quelques points et puis accrocher des remarques qui répondent à la fois à ce qui a été dit et aux questions posées. D'abord, du point de vue chinois, le yuan, pourquoi ça n'est pas une alternative? Parce que le yuan n'est pas complètement convertible, parce que les mouvements de capitaux ne sont pas complètement libres de la Chine avec le reste du monde. Et la Chine n'est pas prête pour ça. Et je dois dire que ces problèmes internes et macroéconomiques font que ça n'est pas
nécessairement pour tout de suite que ça pourrait se résoudre. Et quel a été un des substituts dont je n'avais pas parlé, mais qui a été cité à juste titre? C'est l'or. Pourquoi l'or? Pas parce que les Russes, en fait, ils se sont fait geler, ça c'est une partie des sanctions, tous leurs avoirs à l'étranger. Alors que l'or, ils peuvent le détenir chez eux et personne ne peut leur saisir. Ce n'est pas la monnaie émise par un pays. Et d'ailleurs, si l'or est monté, c'est largement à cause des banques centrales des pays émergents qui se sont mis à diversifier leurs réserves, leur portefeuille en quelque sorte, pour avoir moins de risques en répartissant, en mettant pas tous les œufs dans le même panier dollars. Et ça a contribué à faire monter l'or, notamment la Russie, mais aussi l'Inde et d'autres pays. Alors, deuxièmement, Trump, qu'on a évoqué, politique paradoxale, pour ne pas dire incohérente, si c'est politiquement incorrect, il veut garder le dollar avec son privilège exorbitant. Il ne veut pas nécessairement qu'il soit fort, qu'il s'apprécie. Il vaudrait plutôt qu'il se déprécie, mais ça, il ne le maîtrise pas. Je ne sais pas s'il l'a compris. Et puis, il n'est pas prêt à avoir les devoirs qui s'associent à cela et qui font que pour qu'une monnaie soit une monnaie de réserve, il faut qu'un pays qui est en manque de cette monnaie puisse s'adresser à la banque centrale du pays qu'il émet et, en contrepartie d'échanges et de garanties qu'elle a données, pouvoir dire je vous donne mes roupies, donnez-moi des dollars parce que j'en ai besoin actuellement au niveau international pour pouvoir payer. Mais Trump ne va pas... Alors heureusement, ce n'est pas lui qui décide ça, c'est largement la Fed qui est impliquée, et je doute, même s'il menace la Fed, qu'il arrive à la fragiliser. L'Europe, dans tout ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Et il faut reconnaître que l'euro a été fait essentiellement à usage interne. Mais il faut qu'on ait tous bien conscience que si il n'y avait pas eu l'euro depuis 20 ans, on a eu tant de chocs, mais on aurait des crises internes énormes et nos taux d'intérêt auraient énormément varié. Alors, la Banque centrale européenne et les 20 banques centrales qui composent l'eurosystème, dont la Banque de France, ont pris conscience de ça et vont promouvoir, ce qui n'était pas dans le traité de Maastricht, le rôle international de l'euro, mais c'est un phénomène qui va se faire lentement, y compris par des accords de swap, d'échange de monnaie en cas de crise qu'on peut avoir avec d'autres pays dont on pense qu'ils sont sûrs. Alors, ça m'amène... J'ai pas traité toutes les sanctions. Donc, les sanctions, il y avait le gel des actifs. Il y a le fait que des banques russes ne peuvent plus être dans des systèmes comme SWIFT, où on fait des paiements et des règlements internationaux. Il y a le fait que les banques américaines sont interdites de pouvoir travailler dans certains pays et que les banques européennes qui travaillent avec ces banques américaines et qui travailleraient quand même avec les pays qui sont barrés, en quelque sorte, pourraient se retrouver privés de leurs liens avec les banques américaines. Et c'est ça qu'on appelle aussi l'extraterritorialité, c'est-à-dire que les lois américaines s'appliquent au-delà des États-Unis. Je voudrais, si je le peux, revenir sur le sujet que j'avais évoqué. Je vais prendre ta commande. Et si on peut remettre mon PowerPoint pour évoquer très rapidement le fait que les cryptos ne sont pas une alternative, parce que ce n'est pas une monnaie, et parce qu'ils posent au moins autant de problèmes qu'ils sont censés apporter de solutions. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint, le premier PowerPoint, s'il vous plaît? Sinon, je le ferai sans support. En gros, certains se disent, mais ils veulent créer une monnaie commune. Pourquoi est-ce que finalement, ils n'utilisent pas des monnaies qui existent par ailleurs ou des actifs? Jean-François a eu raison de dire que ça n'est pas une monnaie. Hop, voilà, on y est. Que sont les crypto-actifs? Alors en fait, il l'a dit, il y a deux types de crypto-actifs. Il y a les plus risqués, comme le Bitcoin. Très risqué parce qu'il est très volatile, très instable, 10 fois plus que les taux de change, en gros, en termes de volatilité. Il n'y a pas d'émetteur identifié, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Ça ne s'appuie pas sur la richesse, la force d'une économie. Ça favorise d'ailleurs aussi le blanchiment. Et à Kazan, à cause de tout ça, il n'a justement pas été rejeté. Et il sert à des contournements. Mais on a beaucoup de mal à évaluer l'ampleur de ces contournements, puisque justement, on ne sait pas très bien, même s'il y a des identifiants informatiques, on ne sait pas qui les détient
et qui les utilisent. Deuxièmement, les stablecoins, qui sont aussi des cryptoactifs, mais moins risqués. Pourquoi moins risqués? Parce qu'ils s'adossent sur une monnaie, sur des dollars. Le plus simple, par exemple, vous amenez des dollars et on vous donne en échange quelque chose qui s'appelle USCT ou des noms comme ça, une monnaie qui vaut autant que le dollar. Et normalement, dont vous pouvez vous faire rembourser en dollars. Cela dit, celui qui l'émet n'est pas contrôlé, il n'est pas supervisé. Et s'ils ont un problème, que tout le monde veut être remboursé au même moment, la Banque centrale ne va pas les refinancer. Et donc c'est une grande différence avec les banques. Alors, le paradoxe là, c'est que les plus répandus, ils sont appuyés sur le dollar. Et c'est pour ça que ça n'est pas aux États-Unis que se développent le plus les idées de monnaie numérique de banque centrale. Dans les autres pays, il y a la crainte que ça soit utilisé. Et si en France, en zone euro, on se mettait à utiliser un stablecoin en dollars, ça ferait que une grande partie, on serait en quelque sorte dollarisé. Ça ferait qu'une partie du contrôle de la circulation monétaire, qu'on fait augmenter lorsqu'on veut stimuler l'économie et que l'inflation est trop basse, ou qu'on fait diminuer avec des taux d'intérêt plus élevés lorsqu'il y a une surchauffe économique ou trop d'inflation, comme on vient l'avoir, on perdrait ce pouvoir, puisqu'il serait déterminé par un autre pays ou par une monnaie privée pure. Et donc, c'est là que les banques centrales se sont mises à vouloir créer récemment des monnaies numériques de banque centrale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie numérique de banque centrale? C'est la même chose qu'un billet, simplement, c'est dématérialisé. Et donc, bientôt, lorsque vous viendrez au GECO, dans 2-3 ans, eh bien, on a déjà fait des sessions là-dessus, peut-être que vous payerez votre achat en euros numériques. Ce qui n'est pas pareil que d'utiliser votre carte de crédit, parce que là, vous avez besoin d'un dépôt préalable. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise beaucoup le billet, même si c'est en décroissance? C'est parce que dès que vous l'avez échangé avec quelqu'un d'autre, le règlement est fait. J'ai un billet, je vous le donne, monsieur, c'est vous qui l'avez, il n'y a pas de problème. En revanche, lorsqu'il y a une transaction qui doit passer par des banques, etc., il y a des frictions, ça prend du temps. Parfois, ils en profitent d'ailleurs, les banques, pour prendre des agios. Tout ça serait réduit à zéro. Ça serait instantané avec un euro numérique. Et ça permettrait de préserver la souveraineté nationale. Alors, je vais nuancer ce qu'a dit Jean-François. Les banques centrales ne sont pas les seules à émettre de la monnaie dans un pays. Les banques émettent, par exemple, en zone euro, 90% de la monnaie que vous utilisez. Quand elles vous font un crédit, ça génère un dépôt de l'autre côté de leur bilan, et ça, c'est de la monnaie. Mais elles sont contrôlées, elles sont supervisées. Et l'euro a statut légal, à cours légal, dans la zone euro. Pour éviter que des stablecoins, par exemple, viennent, soit émis par des secteurs privés, soit des monnaies numériques de banques centrales d'autres pays, viennent envahir, entre guillemets, notre pays, il faut que les banques centrales créent elles-mêmes une monnaie numérique qui requiert la confiance. Mais merci. Je pense que voilà, vous êtes parfaitement à l'heure en plus. J'ai été. Merci beaucoup. Donc là, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais venez voir les intervenants si le cœur vous en dit. Et lisez l'économie politique et venez souvent au GECO. Merci beaucoup.